Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Je suis arrivé de Nantes avant-hier et je repars ce soir parce que j'ai des obligations en France. Mais c'est un réel plaisir pour moi de venir à Montréal. Voilà, donc il faut que j'aille rapidement, je crois. Et donc je vais tout de suite, non pas vous présenter le voyage à Nantes, mais vous présenter Nantes très rapidement, un point d'histoire, pour que vous compreniez quelle a été notre démarche. Nantes est une ville qui a été meurtrie au fil de l'histoire, qui a été très endommagée. Entre deux guerres, on a, pour des raisons de salubrité, comblé son fleuve et les rivières qui s'y rattachaient. Nantes, on appelait Nantes la Venise de l'Ouest. L'eau était partout. Il y avait des bateaux dans la ville, des voiliers dans la ville. Et on a comblé ces cours d'eau pour des raisons de salubrité. Ça a commencé. Ensuite, en 1943, les Américains ont bombardé le port de Nantes durant la Deuxième Guerre mondiale, et bien évidemment, ils ont touché la ville aussi. Et la ville a été en grande partie détruite et mal rénovée. Et puis, en 1986, la ville perd son industrie emblématique. Les chantiers navals. Les chantiers navals étaient vraiment au cœur de la ville, sur l'île de Nantes, ce qu'on appelle aujourd'hui l'île de Nantes. Et la vie de cette ville était rythmée par les chantiers navals. On ne voyait que ça. Bon. Et en 1986, tout s'arrête et on a là une ruine, une friche industrielle qui va durer quasiment jusqu'en 2000. Voilà, donc une ville qui est mal en point. Et en 1989, Jean-Marc Ayrault, qui était Premier ministre de la France jusqu'à il y a 4 jours, gagne la ville de Nantes, devient maire de Nantes et décide, bien évidemment, c'est un jeune maire, donc il va la relancer, il va relancer son économie, relancer les transports publics, mais aussi il pense que la culture va être un élément extrêmement important pour redonner du goût à la ville, pour lui redonner des couleurs, pour la réanimer en quelque sorte. Donc il va amener une politique culturelle très, très dense, très importante, à laquelle j'ai eu l'honneur de participer donc, depuis le début. Voilà, donc pendant toutes ces années, on va réaliser un dispositif culturel et artistique extrêmement important dans la ville. Vous en avez parlé tout à l'heure, on crée le Festival des Allumés, qui est l'ancêtre de Nuit Blanche. Donc c'était un festival alternatif très remuant. Ensuite, on transforme, on parlait tout à l'heure des friches industrielles, on transforme l'ancienne usine Lu que vous connaissez, qui fabriquait les petits beurres que le monde entier connaît. On transforme cette usine en centre d'art pluridisciplinaire, lieu de vie, voilà. Bon. Et puis, on rénove le château des Ducs de Bretagne, qui est resté fermé très longtemps. Et en 2007, ce château s'ouvre à nouveau en grand musée d'histoire, un grand monument dans la ville. Et puis, entre-temps, on a fait venir Royal de Luxe, que vous connaissez peut-être aussi, une grande troupe de théâtre de rue, qui travaille aussi dans l'espace public, dans le monde entier, qui va donner aussi son image à la ville. Et petit à petit, la ville acquiert une image culturelle très forte, non seulement en France, mais aussi un petit peu en Europe. Voilà, et en 2007, donc, on crée également une manifestation artistique qui s'appelle Estuaire, dont on va parler un petit peu tout à l'heure. C'est la création d'œuvres d'art contemporaines in situ sur les rives de l'estuaire qui relie Nantes à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire étant devenu le port de la ville, le port de Nantes. Voilà, donc en 2007, toutes ces choses sont en train de sortir. Et ce travail était fait d'abord pour les Nantais. On s'adressait aux Nantais. Comment faire en sorte que les habitants de la ville vivent bien, aient une qualité de vie extraordinaire, parce que ce que nous pensons. Et puis en 2007, on s'aperçoit que ça intéresse aussi les autres. C'est-à-dire avec la réouverture du château, la création de la Biennale d'art contemporain et la création des machines. Les transfuges de Royal de Luxe créent des machines incroyables, vous les verrez tout à l'heure, sur l'île de Nantes, à la place des chantiers navals. Un grand éléphant, un carrousel des monts de marins gigantesque. On commence à voir affluer des touristes. Et là,
en 2009, Jean-Marc Ayrault me demande de créer une société qui s'appelle le Voyage à Nantes aujourd'hui, pour développer le tourisme culturel dans la ville. Et cette société comprend le château, les machines, et la collection estuaire, la galerie, le mémorial de l'abolition de l'esclavage qui a été créé par un grand artiste new-yorkais, Christophe Wodischko. Voilà. Et en même temps qu'on crée cette structure, qui est assez importante, qui comprend également l'office de tourisme, on crée un événement, pour faire comprendre de quoi il s'agit, qui s'appelle aussi le Voyage à Nantes, et qui a lieu tous les ans maintenant, depuis 2012, donc ça va être la 3e édition, qui a lieu en juillet, en août, et qui est un parcours dans la ville pour faire découvrir aux touristes ce dont je viens vous parler très très rapidement. Voilà le Voyage à Nantes. Alors, c'est un parcours dans la ville, vous voyez, qui est tracé. Il est tracé au sol aussi par une ligne verte, et il suffit de suivre ce parcours pour découvrir à la fois les éléments du patrimoine nantais, mais aussi les lieux de culture, les lieux d'art. Et vous verrez, entre les grands sites qui proposent des expositions, qui changent bien évidemment tous les ans, on crée dans l'espace public des œuvres éphémères ou pérennes pour certaines d'entre elles, qui vont animer ce parcours, hein, qui vont le faire vibrer, qui vont l'exciter et le rendre un peu sexy. Alors on est très éclectique, on va dans toutes les directions, on est très pluridisciplinaire. Bon, là, ça va vous intéresser, vous, architecte paysagiste, puisque c'est une installation dans le Jardin des Plantes de la ville. Je ne sais pas si vous connaissez Claude Ponty au Québec. En France, c'est un dessinateur de bandes dessinées pour enfants extrêmement connu. Et vous voyez, les personnages de ces bandes dessinées ont été reproduits dans ce jardin public. Ce sont des œuvres éphémères. Voilà, mais on va aussi dans les éléments du patrimoine qui nous restent après les bombardements, la chapelle de l'Oratoire, avec là, vous le voyez, une installation très belle de Jan Peiming qui avait été créée pour ce lieu. Voilà, mais on se passe aussi par le patrimoine. Là, il s'agit du tombeau de François II, réalisé par un grand sculpteur de la fin du XVe, Michel Colombe. Et tout simplement, on essaie chaque fois de mettre en valeur, de donner des points de vue. Ce tombeau a dormi pendant des siècles, et sans qu'on puisse voir les gisants, hein, qui étaient ces sculptures couchées sur le tombeau, on a juste réalisé la petite chaire que vous voyez sur la gauche, où il y a les deux personnages, pour avoir le point de vue sur les gisants. On va mettre en scène la ville, on va essayer de valoriser tout ce qu'elle a de fort. Le château des Ducs de Bretagne, dont je vous parlais tout à l'heure, grand musée d'histoire. Voilà. Et puis, on introduit des éléments perturbateurs hein, dans ce parcours. Là, vous le voyez, on a fait appel à un jeune artiste catalan qui s'appelle Isaac Cordal, et qui est venu poser ses personnages. Alors habituellement, ce sont des tout petits personnages comme ça qui prolifèrent dans toute la ville et qu'on essaie de découvrir. Là, pour la première fois, il a créé dans les douves du château des personnages à l'échelle 1. Donc vous voyez, Isaac Cordal est en train de penser que notre société est très mal barrée. Hein. Et les personnages que vous voyez là sont des salarymen qui, au bout de la civilisation, sont en train quand même d'essayer de trouver leur place quelque part. Hein. Là, c'est un immense dîner que nous avions réalisé avec Alain Passard dans le château des Ducs de Bretagne, dans la cour du château. Voilà, on passe d'installations d'art contemporain à des dîners secrets, comme celui-ci, qui avait réuni 1000 personnes dans la cour du château. Et puis dans la ville, on essaie aussi d'introduire des éléments artistiques là où ils ne sont pas habituellement. Donc là, c'était en 2012, on avait demandé à des artistes de créer des drapeaux qui représentent la ville. Donc pour vous, ce sont des énigmes, mais chacun de ces drapeaux représentait un moment de l'histoire d'un quartier de la ville, hein, d'un quartier de Nantes. Et puis, on essaie de travailler aussi avec le secteur privé, avec les grands magasins. Là, en l'occurrence, il s'agit des Galeries Lafayette, où on a pu, grâce au financement des Galeries Lafayette, installer une œuvre de Cécile Barthes au dernier étage des galeries.
Et puis, on essaie aussi eh bien, d'avoir des lieux qui nous ressemblent. Hein, voilà, on est là en haut de la tour Bretagne, 32e étage. C'est notre tour, on n'en a qu'une, mais elle est là. Bon, elle est très, très laide. Au dernier étage de cette tour étaient des bureaux gris hein, pour la communauté urbaine. On a eu la possibilité, grâce à la ville, d'en faire un bar. Et donc, on a appelé un artiste qui s'appelle Jean Julien, qui travaille à Londres aujourd'hui, et qui a imaginé un nid, et donc réalisé toute une installation sur la déclinaison du nid. Voilà, et donc, évidemment, un point de vue sur la ville extraordinaire aujourd'hui, hein, avec ce bar qui est effectivement très, très fréquenté. Et puis on joue avec la ville aussi. Hein. Là, vous voyez, sous ce mont Royal hein, est la fontaine de la place Royale, qu'on ne voit plus. Bon. Alors, bien évidemment, c'est des interventions dans la ville, vous imaginez, qui perturbent un peu, qui posent question, parce que certains commerçants de la ville me disaient « mais tu n'arrêtes pas de dire qu'on n'a plus de patrimoine et quand on en a, tu le caches ». Donc là, effectivement, la seule fontaine de la ville, on l'a cachée, mais on pouvait la voir à l'intérieur, vous voyez, elle continue à fonctionner. Bon. Et ce qui était intéressant, c'est que, eh bien, on l'avait transformé en playground, on en a vu tout à l'heure, hein, de très beau. Et les gosses eh bien, pouvaient grimper, faire de l'escalade sur le Mont Royal. Hein. Là, Isaac Cordal, dont je vous parlais tout à l'heure, là, c'est ces petits personnages à l'opéra. Bon. Le Muséum d'histoire naturelle, avec aussi une exposition spéciale sur l'estuaire. Vous voyez, on passe partout dans la ville. Et puis, de temps en temps, on essaie aussi de voir notre ville autrement, d'avoir un autre point de vue sur la ville. Et c'est très important pour les Nantais. Il faut qu'eux aussi soient touristes, qu'eux aussi voyagent pour être ambassadeurs de la ville, auprès de leurs cousins, auprès de leurs amis, qu'ils vont faire venir à Nantes. Bon. Et donc là, vous voyez un point de vue qu'on avait confié aux élèves de l'école d'architecture, avec leurs enseignants, qui s'appelait Superama. On pouvait pénétrer à l'intérieur de ce point de vue. C'était un point de vue éphémère, hein, fabriqué avec un échafaudage, mais très particulier, une espèce d'éclat, hein, de jaillissement dans la ville. Vous voyez, on pouvait aller à l'intérieur de ce point de vue pour avoir une nouvelle vision de notre propre ville. Le mémorial de l'abolition de l'esclavage dont je vous parlais tout à l'heure, réalisé par Christophe Wodischko. Pardon. Voilà, là on est sur l'île de Nantes. Hein. Les chantiers navals, c'était ça. Et aujourd'hui, cette île est en train de se transformer totalement. Et un des éléments moteurs de la transformation de l'île, c'est les machines. Hein. Les machines avec ce grand éléphant qui est un automate qui se balade sur cette île, qui transporte des touristes sur son dos et à l'intérieur. Et voilà, en pleine action. Il souffle aussi, il crache de l'eau. Alors, on n'a pas voulu faire à Nantes un parc d'attractions, on a voulu créer quelque chose qui nous singularise encore et quelque chose qui soit nous-mêmes. Hein. Royal de Luxe est à Nantes depuis longtemps et les transfuges de Royal de Luxe ont créé hein, cet automate qui leur ressemble. Le carrousel des monts marins, c'est un immense manège hein, qui renferme des animaux, tous les animaux des monts marins, avec 3 niveaux. Voilà, on en voit quelques-uns ici. Et puis, de temps en temps, on a vu un playground tout à l'heure. Là, c'est un playground qu'on a réalisé et qui est maintenant pérenne. Hein, c'est l'arbre à basket pour tous les âges, petits, moyens, grands. Et effectivement, il est très, très fréquenté. Ça, c'est une installation qui est restée. Et là, on est dans une logique aujourd'hui qui veut que le maximum d'installations issues du festival, de l'événement d'été, restent dans la ville et balisent en quelque sorte la ville. Là, par exemple, vous voyez, c'est un de nos points d'information de l'Office du tourisme, qui s'appelle Nantes Tourisme, et on a réussi à trouver une station du grand architecte Jean Prouvé, qui avait été démontée. Ce sont des stations qu'avait commandées le groupe Total, hein, qui pouvait déplacer comme ça en fonction des flux des automobiles. Et voilà, on l'a transformé en lieu d'accueil. Donc c'est un élément architectural dans la ville. Ensuite, vous voyez les quais. Ça, c'est une installation de Daniel Buren, que vous connaissez sans doute, qui a créé cette vision sur l'estuaire, ces cercles hein,
qui vont sur l'estuaire, qui donnent autant de points de vue sur l'estuaire. Et c'est une installation pérenne, permanente, évidemment, qui s'éclaire la nuit. Ah, vous la voyez de plus loin. Voilà. Et puis aussi des lieux de convivialité, des lieux de vie. Là, vous voyez la cantine du voyage. On avait besoin d'un lieu couvert parce qu'il pleut de temps en temps à Nantes, un petit peu. Et donc, on a imaginé, avec une société nantaise, de créer une grande serre agricole sous laquelle on fait la cantine du voyage, qui accueille tous les jours à peu près 1000, qui distribue à peu près 1000 couverts tous les jours. Mais vous voyez, pour ce lieu, on fait aussi appel à des designers. On fait toujours appel à des créateurs. Hein. On veut que tous les aménagements que nous pratiquons dans la ville soient de grande qualité et soient uniques. Voilà l'ambiance de la cantine le soir. C'est tout près de l'eau, hein, c'est sur les bords de la Loire. Ça, c'est la Galerie, un grand centre d'exposition d'art contemporain avec une très belle exposition de Felice Varini en 2013. C'est l'exposition de l'année dernière. La Fabrique, donc ça, c'est une partie de la scène de musique actuelle. Vous voyez que le dispositif culturel de la ville est très complet. Pour une ville somme toute moyenne, hein, Nantes Centre, c'est 280 000 habitants, et avec l'agglo, c'est à peu près 500 000 habitants. Donc c'est quand même encore une petite ville. Là, on avait déjà vu ça là. Alors ça, c'est une œuvre qu'on a réalisée en 2013, là encore avec le concours d'une entreprise privée, qui rénovait son siège et qui avait été un de nos partenaires, qui a fait appel à nous pour qu'un artiste crée une installation pérenne. Hein. C'est une sorte de 1% privé. Hein. Je crois que vous avez le 1% ici aussi. Bon. Et donc une grande opportunité, puisque l'œuvre a été financée par l'entreprise. C'est Lilian Bourgeat, un artiste français qui surdimensionne des objets de la vie quotidienne. Là, il s'agit d'un maître ruban qu'il avait choisi parce que ça correspondait au métier, hein, de l'entreprise en question. C'est une œuvre pérenne. Ça, c'est un bâtiment avec à l'intérieur des œuvres sonores et une œuvre d'Angela Bullock. Voilà, ça fait partie du parcours. C'est une salle d'exposition avec une récente acquisition du Musée des Beaux-Arts de Joan Hanson, hein, et ce personnage hyper réaliste qui attend les touristes. École supérieure d'architecture de Nantes, un lieu très important maintenant pour nous, qui est vraiment situé au cœur du quartier de la création. Et là, c'est un exemple intéressant. Devant cette magnifique école d'architecture de la Caton-Vassal, superbement dessinée, très straight, très belle, on avait imaginé créer une œuvre un peu facétieuse, créée par l'atelier Van Lieshout. L'atelier Van Lieshout, c'est des artistes de Rotterdam qui travaillent sur des formes très organiques, parfois un peu provocatrices. Et voilà, ça c'est une œuvre qu'on a eu beaucoup de mal à faire passer, y compris auprès de Jean-Marc Ayrault. Ça ne le faisait pas tellement rire, mais on a vraiment insisté pour qu'elle se fasse. C'est-à-dire pour nous, c'était la preuve que dans cette ville qui est en train de se reconstruire d'une façon sérieuse, d'une façon de grande qualité, moi j'adore la Caton-Vassal, ce sont de grands architectes, eh bien on pouvait aussi sourire, quoi. Et cette œuvre, pour moi, c'est un trait d'humour. Hein, c'est une pirouette dans la ville. Et je pense que c'est très important quand on arrive dans une ville qu'on sente cette intelligence-là, hein, cette façon de prendre la vie. C'est devenu le café des étudiants de l'école d'archi. Bon, ça marche très bien. Et aujourd'hui, je crois que, alors que ça a été très contesté, personne n'imaginerait qu'on l'enlève, cette œuvre. C'est pas possible. C'est un trait caractéristique de la ville. On la voit de plus loin. Là, vous voyez l'été, les étudiants sont sur les bords de la Loire. Voilà. Et puis, on parlait de playground tout à l'heure, mais nous essayons d'inventer de nouveaux jeux, de nouveaux playgrounds. Donc, chaque année, on fait un petit concours avec les architectes, les jeunes architectes de la ville, pour créer des playgrounds nouveaux. Là, il s'agit du Banaball, qui était installé sur le toit de l'école d'architecture.
et puis aussi une ville à vivre. Comment on fait pour que cette ville, l'été, tout d'un coup, prenne une autre forme? Et donc, on a demandé à des jeunes designers, qui s'appellent Fichtre, de créer du mobilier urbain. Hein. Donc, vous voyez des barbecues, des tables, avec le soir un public extrêmement nombreux, extrêmement important, qui vient s'installer dans la ville. Palais de justice, on a réussi à entrer aussi dans le palais de justice, où il existe une œuvre de Jenny Holzer qui est permanente. C'est le palais de justice de Jean Nouvel. L'intérieur est absolument incroyable, très très beau, très belle architecture. Je trouve que l'extérieur est moins intéressant. Mais voilà, à l'intérieur de ce palais de justice, on avait accroché des œuvres du musée des Beaux-Arts qui étaient aussi un peu en complète contradiction avec cette architecture, mais qui prenaient une valeur très forte. Voilà, là vous voyez mal, mais c'est une œuvre de François Morlet. Vous voyez ces espèces de nuages sur le bâtiment. Non, vous les voyez, oui. Vous les voyez un peu. Hein. Donc c'est une œuvre de François Morlet, qui est un grand artiste français, qui est une station météo, avec 3 possibilités. Les nuages que vous voyez là, je sais pas si, voilà, le soleil, hein, et la pluie, mais la pluie, je ne sais pas si on l'a, non, je ne crois pas. Et la pluie, voilà. Et donc cette installation permanente change selon la météo, hein, selon le temps qu'il va faire dans les 3 heures à venir. Voilà. Et puis ça, je pense que ça va vous intéresser, parce que ce sont des stations gourmandes que nous avons créées avec le service des espaces verts en 2012. D'ailleurs, tout au long du cheminement, tout au long du parcours, le service des espaces verts avait créé des jardins potagers dans des lieux assez improbables, dans les endroits les plus ingrats de la ville, hein, sur des grands ronds-points, des échangeurs, et puis des vergers. On va en voir certains autres. Donc les gens se servaient. Bon. Évidemment, on n'a pas rendu la ville autosuffisante pour autant, mais c'était très, très beau et très étonnant. Voilà, on a d'autres exemples là. Voilà, là, c'est Pick-up Production, une association d'art dans la ville, un street art, qui crée un mur qui changeait tous les 2 jours. Et puis, de temps en temps, des images surréalistes. Hein, là, c'est Place du Bouffay, une des places les plus importantes de la ville. On avait fait appel à un artiste argentin qui s'appelle Leandro Erlich pour faire une œuvre in situ. Hein. Ce sont toujours des œuvres in situ que nous créons, c'est-à-dire vraiment en fonction du territoire, en fonction des paysages, on fait appel à des artistes pour qu'ils créent une œuvre qui donne du sens au territoire, hein, ou qui tire son sens du territoire. Et là, il avait créé cette œuvre parce que derrière, vous le voyez peut-être, il y a des grues, il y a un chantier, hein, et on voyait cette installation qui s'appelle l'ultime déménagement. On la voit de derrière. Voilà, des surprises dans la ville, hein, de l'étonnement. Isaac Cordal encore, donc vous voyez tous les petits personnages dont je vous parlais. Là, on est dans une ville en ruine qui a sans doute été bombardée. Ça ressemble un peu à Beyrouth. Et voilà, ces petits personnages avec leur attaché-caisse dont ils ne se séparent jamais, qui vont chercher leur place. Et la nuit aussi, vous voyez, les immeubles en ruine étaient éclairés. Hein. C'était vraiment très étrange et assez bouleversant d'ailleurs. C'est un monde d'hommes, totalement. Hein. Il n'y a pas une seule femme, hein, dans le monde d'Isaac Cordal. C'est un monde donc totalement finissant. Mais le personnage est très sympathique et pas du tout triste. Encore un point de vue dans la ville. Donc ça, ce sont des points de vue éphémères, hein, parce que, bien évidemment, vous le voyez, c'est des installations qui peuvent poser des problèmes de sécurité. Donc là, quand on devait grimper l'échelle pour aller dans ce point de vue, il y avait un médiateur qui était là en bas pour veiller à ce que tout se passe bien. Ça, c'est une installation vidéo de Ange Leccia, une projection d'une vidéo dans le canal Saint-Félix. Le personnage, c'est Laetitia Casta. La voilà, magnifique Ophélie. Le lieu unique dont je vous parlais tout à l'heure, hein, cette usine Lu qui a été rénovée. Hein, voilà.
Et puis là, on va parler du parcours en centre. Alors là, on va un petit peu dans un quartier. Ça, ce sont des artistes que j'avais découverts à Hampshire Park, dont vous parliez tout à l'heure, hein, dans la Ruhr, hein, observatorium, bon, et qui ont créé cette espèce de péage d'autoroute totalement en bois, hein, dans ce quartier-là, parce que c'est toute une histoire très rapidement. C'était un territoire qui avait été réservé pour qu'une pénétrante, une autoroute, arrive dans la ville. Bon. Et ça a duré des années et des années, et des associations d'écologistes se sont emparées de cette question avec la Ligue de protection des oiseaux, et ont réussi à faire en sorte que cette autoroute ne voit jamais le jour. Et quand Jean-Marc Ayrault est arrivé à Nantes, il a décidé d'arrêter le projet. Bon, ça va se passer de la même façon pour Notre-Dame-des-Landes sans doute, mais là c'est tout à fait la même chose. Et c'est Notre-Dame-des-Landes, c'est un gros sujet de polémique, c'est l'aéroport. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Bon, donc ça n'a rien à voir. Et donc quand on a demandé à ces artistes de venir faire une installation qui soit aussi un point de vue, qui permette de voir ce qu'est devenu ce territoire qui a longtemps été préservé, qui s'appelle aujourd'hui la Petite Amazonie, ils ont créé ce faux autoroute, hein, bien évidemment. Très belle installation d'observatorium. Voilà, c'est devenu un peu une place de village. Ça, c'est une œuvre de Mzirke Morisot, Lunar Tree. Ça, c'est une œuvre dans un parc qu'on vient de rouvrir, qu'on vient de découvrir. C'était un parc privé auparavant, avec une installation du collectif EE. Ça, c'est les méfaits du gaz de schiste. Vous voyez, c'est le feu qui sort des robinets, hein, dans la salle de bain. C'était financé par le groupe Total. Non, je plaisante. Mais Total est véritablement un de nos partenaires. Mais voilà. Hein, donc, Bassin Cendré, là, on a créé une sorte de guinguette. Là, on est en pleine ville. Hein. Et puis des dîners secrets dans certains lieux. Alors les dîners secrets, c'est une formule qui plaît beaucoup. On propose un dîner avec des grands chefs, pour à peu près 200 à 300 personnes, mais on ne sait pas où ça va avoir lieu. Et on ne connaît le lieu que l'après-midi même, hein, juste avant la soirée. Voilà, et là maintenant je vais rapidement vous parler d'estuaire, parce que je pense qu'on est encore plus dans le sujet, hein, avec cette proposition qu'auparavant. Estuaire, c'est une manifestation que nous avons créée, c'est une véritable commande politique. C'est-à-dire qu'en 2005, le maire de Saint-Nazaire, le maire de Nantes, me demandent de créer un événement qui montre la liaison entre les deux villes, qui montre que cette métropole Nantes-Saint-Nazaire existe, que ce ne sont pas deux villes séparées, mais deux villes d'un même ensemble. Et d'un point de vue économique, bien évidemment, cette métropole existe depuis longtemps. Hein. À Saint-Nazaire, c'est maintenant des chantiers navals très importants. C'est Airbus aussi à Nantes. Bon, tout ça marche ensemble. Et sur la 4 voies qui les relie, c'est un balai incessant de voitures jour et nuit. Mais les habitants de ces deux villes ne considèrent pas qu'ils sont sur le même territoire. Il y a une culture nantaise, une culture ouvrière nazérienne et une espèce d'opposition comme ça. Donc ils me demandent ça. Alors je prends une carte très rapidement pour considérer ce territoire et très vite on s'aperçoit que c'est l'estuaire, bien évidemment, qui relie ces deux villes. Hein. L'estuaire qui fait 60 km, hein, soit 120 km sur les deux rives. Hein. Et c'est là-dessus qu'on va décider de faire intervenir des artistes qui vont redonner peut-être une identité à ce territoire délaissé qui a longtemps été le dépotoir de l'industrie nantaise avec ArcelorMittal, une raffinerie Total, une centrale EDF, voilà, et aucune route pour découvrir en fait ce paysage qui est hallucinant et qui est magnifique, malgré ou grâce aussi à l'installation de ces cathédrales industrielles, parce qu'aujourd'hui, elles sont un élément du décor qui est très fort. Hein. Donc voilà, on décide à partir de 2007 de faire appel à des artistes pour valoriser, pour interpréter ce territoire, plutôt que valoriser. Vous voyez, c'est magnifique. Hein. Ça, c'est des commandes que nous avons passées à des photographes.
Et ça, c'est aujourd'hui la collection permanente de Estuaire. Donc Estuaire, c'était un événement, une biennale d'art contemporain, qui avait lieu, donc, comme son nom l'indique, tous les 2 ans, 2007, 2009, 2012. On a sauté un an, je vous le dirai tout à l'heure. Pourquoi Et l'idée, c'était qu'à chaque édition, on a à peu près une trentaine d'œuvres sur l'Estuaire, mais aussi dans chacune des 2 villes, et qu'on en laisse au moins 7 à chaque édition. Pour qu'au final, on avait prévu de faire 3 éditions, on ait une vingtaine d'œuvres qui soient comme des amers sur ce territoire de l'Estuaire, qui soient permanentes, et comme une collection que nous avons en charge aujourd'hui, que nous entretenons. On va voir les œuvres rapidement. Donc ça, c'est les œuvres de Nantes que je vous ai montrées tout à l'heure, qui font partie de la manifestation Estuaire. Bon. Et puis après, on sort, et là, on va vers Trente-Mous. Ça, c'est une œuvre de Roman Signer, le grand artiste suisse magnifique, qui habituellement travaille surtout sur des performances, sur des bouleversements, des éclatements. Et là, il a accroché un pendule sur cette ancienne usine à béton qui marque le rythme de la Loire en permanence, un mouvement perpétuel. Ça, c'est une œuvre de Sarrazé, qui est une artiste américaine, qui a créé les colons. En fait, il s'agit d'animaux qui sont venus coloniser un territoire qui ne leur appartient pas. Et donc, on a une famille ours, on a aussi un léopard, et puis des singes, vous voyez, sur des paysages magnifiques. Ça, c'est une œuvre de Jimmy Durham, l'artiste américain, devant un bâtiment extrêmement impressionnant parce que là sont construits des pièces de sous-marins nucléaires. Voilà, et Jimmy Durham a voulu, en quelque sorte, montrer qu'il y avait de l'espionnite autour de ce lieu. Donc c'est un serpent qui sort de l'eau pour venir espionner. Ça, c'est Jean-Luc Courcoul, qui est le metteur en scène de la troupe royale de luxe, à qui j'avais demandé une œuvre et qui a fait cette espèce de Magritte en 3 dimensions. Donc vous imaginez que la construction, la réalisation de cette installation a été très compliquée, puisqu'il a fallu la mettre sur pieux, dans l'eau. Bon. Et la marée joue avec elle quotidiennement. Bon. On la voit de plus loin. Là, on est dans un petit château au bord de la Loire. À l'intérieur de ce château, qui donne aussi, regardez ce balcon sur la Loire, des vues très intéressantes, on a demandé à des artistes de venir créer des chambres. Et là, donc, c'est Bevis Martin et Charlie Yule, un couple de Britanniques. Bien, vous voyez, c'est la grande question. Voilà. Et donc, vous pouvez louer cette chambre pour y passer, bien évidemment, le temps que vous voudrez. Une autre chambre, là aussi, Mzirk et Morisseau, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Est-il bien prudent d'envoyer des messages aux extraterrestres? Très belle chambre aussi, cauchemardesque. L'antichambre, Emmanuel Aldi et Frédéric Dumont. Donc là, quand vous rentrez dans la chambre, il n'y a rien si ce n'est cette chaise. Bon. Et ensuite, il suffit d'appuyer sur les cases et tout se déploie sous le lit, la table, etc. Voilà, ça c'est Sarah Foguet, David Cousina. En fait, eux avaient la seule chambre qui n'avait pas de cheminée, donc ils en ont créé une en bois, qui ne fonctionne pas. Et le lit est dans le plancher, vous voyez. Ça, c'est Jeppe Hein, une belle installation. C'est un jet d'eau qui sort du bassin du château quand on s'assoit sur le banc. Ouais. Très, très, très pratiqué. Ça, c'est Erwin Wurm, l'artiste autrichien, vous savez, qui fabrique aussi ces objets plus que surdimensionnés, obèses. Il a fait la maison obèse, il a fait la voiture obèse. Et là, quand on l'a emmené au canal de la Martinière,
on lui a raconté l'histoire de ce canal qui avait été construit pour faire passer les bateaux, les voiliers à fort tirant d'eau quand la Loire s'envasait, et qui a fonctionné pendant une vingtaine d'années, qui est devenu obsolète puisqu'on a su draguer la Loire. Bon. Et ce canal, qui fait à peu près 15 km de long, est devenu un cimetière de voiliers. Magnifique cimetière de voiliers. On a encore des photos incroyables. Bon. Mais il ne sert plus à rien. Et donc on lui raconte tout ça. Il repart dans son Autriche natale. Et une semaine après, il nous renvoie un petit dessin griffonné sur un morceau de nappe en papier. C'était ça, c'était ce bateau qui essayait de passer l'écluse, qui essayait de rejoindre l'estuaire, de rejoindre la mer. Voilà. Et ce bateau, il devait être éphémère parce que c'était compliqué, comme le canal est classé. L'architecte des bâtiments de France ne voulait pas nous donner l'autorisation. Donc normalement, il devait partir à la fin de la manifestation estuaire. Mais il est toujours là. Hors la loi, mais je pense qu'il est là pour longtemps. On parlait tout à l'heure des problèmes administratifs, des problèmes de sécurité. En voilà un, évidemment. Donc là, la seule façon pour nous de réagir, ça a été d'être totalement immobile. Ça, c'est la Villa Cheminée. Tazunishi, qui est un artiste japonais qui vit en Allemagne, lui, un artiste très, très marrant aussi, on lui présente le paysage de la centrale de Cordemais, qui est une centrale thermique immense, dont on voit les cheminées au loin. Bon. Et il imagine de recréer une autre cheminée, qui bien évidemment est beaucoup plus petite que les grandes. Elle fait seulement 17 mètres de haut, mais dans l'alignement, dans la perspective, on a l'impression qu'elle fait partie de la centrale. Et sur cette cheminée, il pose un petit pavillon Home Sweet Home, bien bizarre, dans lequel on peut habiter, et qui représente le mitage que subissent les grandes agglomérations de nos villes. Parce que des petits pavillons comme ça, autour de la centrale de Cordemais, il y en a des milliers. On le voit là de loin. Centrale de Cordemais qui marche encore au charbon, vous le voyez. Ça, c'est Lavaux-sur-Loire, Tadashi Kawamata, grand artiste japonais. On va voir autre chose de lui. Voilà, le parcours, on le voit. Là, il arrive là, hop. En fait, à Lavaux-sur-Loire, comme son nom l'indique, la Loire passait au bord du petit village de Lavaux. Bon. Et c'était un delta. Bon. Et quand on a commencé à creuser la Loire, eh bien, elle s'est réduite, elle s'est rétrécie, et Lavaux a perdu sa Loire. Bon. Et donc, Tadashi Kawamata a décidé de lui restituer sa Loire. Donc il a créé une immense promenade en platelage sur des pieux, sur pilotis, pour relier le bourg à la Loire, ou en tout cas à un observatoire qu'on a vu précédemment, qui permet de redécouvrir la Loire. Donc là, on parlait d'appropriation tout à l'heure, bien évidemment, sur des projets comme ça, toute la population, elle est réduite de la commune, est concernée, puisque les étudiants des écoles d'archi qui ont fabriqué l'œuvre avec Tadashi ont habité là, ont mangé là, et ont expliqué leur démarche. Encore un exemple d'un jardin d'un artiste architecte Kinya Maruyama japonais, au bord de la Loire. Et bon, ça, c'est une des dernières vues. Serpent d'océan, une œuvre de Wang Yongping dans l'eau. Là, on est vraiment à la fin de l'estuaire. Il a créé cet immense squelette incroyable, là encore, sur pieux, qui joue avec la mer. Et pour lui, c'est quelque chose, cet immense serpent vient s'échouer sur la plage, sur cette plage occidentale. Et il annonce aussi de mauvaises nouvelles. Le voilà, marée basse. Ça joue avec le pont de Saint-Nazaire, vous l'avez vu. Ça, c'est une œuvre de Gilles Clément, qui depuis cette photo a beaucoup poussé. Ce sont des arbres qu'il a plantés sur le toit de la base sous-marine, qui a été construite par les Allemands pour abriter les sous-marins pendant la guerre. Bon. Et puis ce jardin à côté, jardin du tiers-paysage. Ça, c'est une installation de Varigny. On ne comprend pas très bien ce qui se passe quand on se balade dans le port de Saint-Nazaire, mais quand on va sur un point de vue donné, on voit tout d'un coup la fresque se réaliser dans son ensemble. Vous l'avez en dessous.
Alors, on organise des croisières parce qu'on s'occupe de tourisme. Voilà. Ça, c'est un film qu'on a commandé à un réalisateur nantais. Alors, prenez date, pardon, non, je reviens. Voilà, prenez date. Du 27 juin au 30 août, venez vérifier que, tout ce que je vous ai dit est vrai. Voilà. Je ne sais pas, mais on va pouvoir prendre une photo avec vous dans 2 minutes. D'accord.